Bonsoir. Aujourd'hui, dans ce 5e cours de ma série sur l'architecture de l'interurbanité, je voudrais me pencher sur deux villes qui ont quelque chose en commun, Venise et Amsterdam, dans l'ordre chronologique de leur formation. Ce sont deux villes que l'on peut également considérer comme des scènes où la terre et l'eau sont les deux principaux protagonistes. La première, historiquement, Venise, construite dans l'eau et en quelque sorte conquise et constamment à conquérir sur l'eau. La seconde, Amsterdam, creusée dans une terre humide qu'il aura fallu drainer pour la rendre habitable. Comme Venise, que protégeait sa flotte célèbre, très importante au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, et en dernière instance ses fortifications plus tard, Amsterdam était à l'abri des siennes de fortifications, mais tout comme Venise, Amsterdam était au centre d'un dispositif extraordinairement étendu. Ces deux villes furent, l'une après l'autre, peut-on dire, des économies-mondes, si l'on retient la définition qu'a donnée de ce terme Fernand Braudel en 1967 dans son magnifique Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Pour Braudel, une économie-monde est un morceau de la planète économiquement autonome, capable pour l'essentiel de se suffire à lui-même et auquel, donc, la notion d'autosuffisance, et auquel ces liaisons et ces échanges intérieurs confèrent une certaine unité organique. Donc Venise et Amsterdam répondent à cette définition. Et je voudrais, avec ce cours et les suivants, poursuivre la méthode que j'avais amorcée avec les cours sur Rome et sur Paris, en m'attachant d'abord à parcourir l'histoire de la forme des villes avant de m'intéresser à ce qui est le noyau de ce cours, c'est-à-dire la circulation de ces formes sous un angle ou sous un autre. Donc tout d'abord, à chaque fois, un peu d'histoire pour comprendre la construction du site urbain, de la forme urbaine, des caractères spécifiques de ces villes. Mais je reviens à cette notion d'économie-monde. Pour Venise, ce fut, au cours de son histoire, l'annexion d'une grande partie du nord-est de l'Italie, de l'Istrie, de la Dalmatie, des côtes de l'actuel Monténégro et de l'Albanie, auxquelles s'ajoutèrent de très nombreuses îles de l'Adriatique et de la mer Ionienne orientale. Au summum de son expansion entre le XIIIe et le XVIe siècle, Venise contrôlait également, régnait aussi sur le Péloponnèse, la Crète et Chypre, sur une très grande part des îles grecques, en plus de diverses villes et ports de la Méditerranée orientale. Donc un gigantesque empire dont on a aujourd'hui un peu perdu la notion, mais dont évidemment les collections vénitiennes et l'architecture de Venise et la démographie vénitienne conservent des traces. Amsterdam fut de son côté à la tête d'un empire économique qui s'étendit de l'Amérique du Nord au Brésil et de l'Afrique du Sud à l'Indonésie. Par leur forme urbaine, tant Venise qu'Amsterdam formèrent des modèles qui furent appropriés de multiples manières, dans une interurbanité qui fut aussi interne ou en quelque sorte réflexive, cette auto-interurbanité que j'ai déjà évoquée. Donc loin de se limiter au transfert des seules formes à différentes échelles, cette interurbanité opéra aussi dans le champ sémantique. Combien de Venise dans le monde, combien un peu moins, combien d'Amsterdam ou de nouvelles Amsterdam. Alors, je reviendrai pour partir et parler de Venise aux propos de Calvino dans Ses villes invisibles, lorsqu'il prête à Marco Polo, j'en ai déjà fait état, cet aveu fait au Khan. Chaque fois que je fais la description d'une ville, je dis quelque chose de Venise. Pour distinguer les qualités des autres, je dois partir d'une première ville qui reste implicite. Et pour moi, c'est Venise. Ce qui est intéressant dans ce livre, dans cet ouvrage de fiction très complexe, c'est qu'en quelque sorte,
Calvino prête au Khan une description de ville qui semble être très précisément la description de Venise. Kublai dit à Marco Polo « T'est-il jamais arrivé de voir une ville qui ressemble à celle-ci » Et il avançait sa main baguée hors du baldaquin du Bucentaure impérial. Bucentaure, on sait que c'est le nom du navire des Doges de Venise. Et il montrait les ponts arqués par-dessus les canaux, les palais princiers dont les seuils de marbre baignaient dans l'eau, le va-et-vient des bateaux légers qui voltigeaient en zigzag sous la poussée de longues rames, les chalands qui déchargeaient les corbeilles de légumes sur les places des marchés, les balcons, les terrasses, les coupoles, les campaniles, les jardins dans les îles qui verdoyaient sur le gris de la lagune. Ça ressemble vraiment à une description de Venise. En fait, accompagné de son dignitaire étranger, écrit Calvino, Marco Polo visitait Hangzhou, antique capitale de dynastie détrônée, dernière perle enchâssée dans la couronne du Khan. Donc on voit bien ici combien la présence de Venise est multiple dans le livre de Calvino et combien cette ville a pu avoir de présence beaucoup plus généralement dans l'histoire et la littérature. Alors, un peu d'histoire urbaine, et j'emprunterai pour ça les magnifiques planches d'un livre publié il y a 50 ans par Egle Trincanato et Umberto Franzoi dans la série des villes au fil du temps. On voit donc dans Venise au fil du temps la formation, on assiste en quelque sorte très précisément à la formation de la ville à partir des îlots de la lagune. Donc on voit ici une première forme de la ville qui est faite d'îlots assez discontinus, une ville qui ne se construit pas sur un terrain solide, évidemment, qui a pu être décrite, par exemple, par Franco Mancuso dans son livre « Venise est une ville », comme un ensemble de noyaux émergeant péniblement de l'amas lagunaire. Donc, vous voyez ici ces noyaux avant la fin du premier millénaire. Ici, un petit peu plus tard, vous voyez ces noyaux se consolider et prendre des formes qui sont moins organiques et qui correspondent à des formes bâties, à la forme des rues, à la forme des quais qui se construisent peu à peu. Ici, donc au XIIe siècle, Venise se constitue et les principaux centres apparaissent, bien qu'il soit évident ici que San Marco ne se soit pas encore affirmé là où il apparaîtra plus tard. Donc on voit qu'il y a une certaine égalité entre toutes ces entités. Il n'y a pas encore d'arsenal, mais déjà la Giudecca, par exemple, est peuplée. Puis le système se précise et San Marco apparaît au XIIIe et au XIVe siècle. Ici, et un embryon d'arsenal, donc les principaux éléments de la forme urbaine commencent à se constituer. Il n'y a pas de franchissement du Grand Canal, il y a simplement des traghetti, des passages en bateau. Il est intéressant que dans cette phase où Venise se lutte pour l'hégémonie méditerranéenne, les rapports avec Constantinople soient particulièrement, avec Byzance, soient particulièrement étranges et parfois presque égalitaires. Corbeau, dans son très beau livre « Le territoire comme palimpseste », évoque la proposition faite en 1229 par le doge Ziani de transporter Venise à Byzance. Donc franchement, d'abandonner ce site difficile pour déplacer la capitale vers Byzance. Corbeau écrit « À supposer que ce transfert fût possible, les quelques dizaines de milliers de Vénitiens d'alors eussent été bien trop au large dans les murs de Constantinople. Faute de réduction graphique des deux villes, il fallait se fier à des souvenirs et à des supputations très approximatives. L'évaluation des distances était tout aussi vague. La proportion fut sérieusement discutée, mais les conseils préférèrent l'opération inverse, considérer que désormais Byzance était Venise. Et c'est ce qui fut fait avec, par exemple, le transfert des 4 chevaux de Byzance à Venise, où ils furent installés sur la basilique Saint-Marc. Ici, nous voyons des cartes qui ne sont pas des cartes exactes, mais qui malgré tout mettent en évidence l'importance relative des sites selon les contemporains. Venise au XIVe siècle,
un plan qui fut reproduit au XVIIIe, Venise au XVe. Vous voyez que les petits îlots, que la myriade d'îlots du début s'est consolidée et que désormais il est possible d'avoir une vision de la ville faite de méga-îlots, de quartiers, de sestieri, comme on dit à Venise, à l'intérieur desquels se trouvent des îles bâties, des insulae. Nous les voyons ici tels que enregistrés par exemple par Mancuso, des insulae, dans lesquels on trouve à chaque fois une hiérarchie des espaces ouverts, des campi, des campielli, des corti, une hiérarchie aussi des voies d'eau entre les canaux, les canali et les ri, on pourrait qualifier de sentiers d'eau. Ce sont aussi des configurations dans lesquelles il y a des éléments de centralité, notamment les églises, évidemment, et les scuole, les écoles des confréries. Venise se développe et part à la conquête de la terraferma. C'est la période dans laquelle commencent à apparaître les grandes villas et les domaines sur la terraferma et s'affronte avec l'Empire ottoman, en gros jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Notamment après, les choses se calment après la victoire vénitienne à Lépante. Dans ce cadre, la forme urbaine commence à se consolider, à devenir manifeste, c'est-à-dire à devenir tout à fait caractéristique de la ville, décrite par les voyageurs, peinte par les peintres locaux. Voici, par exemple, pratiquement en 1500, une vue de la basilique Saint-Marc avec, vous le voyez, une place qui n'est pas encore complètement stabilisée et dont les bords restent à construire, mais qui est déjà le lieu des grandes manifestations de l'État. Les projets vont abonder au XVIe siècle et à l'intérieur de cette ville telle qu'elle est décrite magnifiquement par le plan de Jacopo de Barbari en 1500, c'est à ce moment-là qu'un gigantesque chantier est mené à San Marco. On le voit ici. On voit ici, San Marco aujourd'hui, évidemment le palais des Doges, la basilique et les procuratiers vieilles et neuves, les bâtiments construits par Sansovino, notamment la Zecca, la Monnaie, et bien sûr ce qui adviendra plus tard, l'aile napoléonienne. Mais déjà, la place Saint-Marc atteint une dimension respectable et devient une sorte d'écho, et c'est ce que Corbeau a analysé dans un autre texte. La place Saint-Marc peut faire figure d'écho et c'est une interurbanité intéressante, de l'hippodrome, de cette grande ouverture longitudinale à Constantinople. L'hippodrome qui, on le sait, dérive du Circus Maximus romain et fait un retour dans le nord de la péninsule avec San Marco. Bon, dans cette phase, de nombreux projets d'aménagement, ceux de Sansovino et autres, apparaissent. C'est aussi au XVIe siècle le moment où Palladio échoue à réaliser son projet pour le pont du Rialto et où échouent les tentatives pour rationaliser Venise selon les principes de l'architecture de la Renaissance. Tout ceci a été magnifiquement évoqué dans le livre de Manfredo Tafuri, Venise et la Renaissance, un livre qui a été fortement contesté, mais qui malgré tout reste un livre absolument fondamental. On voit ici, donc au début du XVIIIe, comment la place Saint-Marc a désormais atteint une forme stable. Dans cette phase, Venise reste une ville qui est constituée de poches, d'isolats, dans laquelle les communautés sont autonomes, voire ségrégées. C'est en 1516 qu'est créé à Canareggio, sur un emplacement où se trouvaient des fonderies, un ghetto pour les Juifs, dans lequel ils ne peuvent être propriétaires des maisons et s'entassent sur un périmètre limité. On sait que ce terme vénitien de ghetto, très topique puisqu'il est lié à une activité urbaine, aura des échos tragiques bien plus tard et est devenu un terme tout à fait commun.
les Juifs ne sont pas les seuls à être en quelque sorte assignés à résidence, c'est le cas aussi d'autres communautés, je pense aux Dalmates, aux Grecs ou aux Turcs. Donc la ville est faite d'enclaves de ce type. Avec la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle, Venise passe sous domination étrangère. Après l'avoir conquise, Napoléon, qui déclara qu'il voulait être un Attila pour la ville, je le cite, Attila pour la ville, l'abandonne aux Autrichiens, mais il y est cependant accueilli avec faste, voire triomphalement en 1867. Il dépouille la ville, notamment des chevaux de Saint-Marc transportés aux Tuileries, et laisse la nouvelle aile de Saint-Marc à l'emplacement de l'équipe San Gimignano détruite. Puis Venise devient une ville de l'Italie unitaire à partir de 1860 et notamment est raccordée par le chemin de fer à la terre ferme pendant que la modernisation du port conduit à la création de grandes infrastructures dans le secteur du Tronchetto. Donc voilà une histoire très résumée qui nous montre comment on voit de façon très claire dans ces planches de Trincanato et Franzoi, surtout de Franzoi car Trincanato était celle qui écrivait, on voit très bien comment cette structure s'est reproduite et s'est transformée en restant proche d'elle-même. J'y reviendrai notamment avec les analyses de Saverio Muratori dans un moment. C'est une ville évidemment qui se trouve sur le passage du Grand Tour et plus que cela, c'est une ville vers laquelle écrivains, historiens, romanciers arrivent par grands bataillons, surtout après l'arrivée du chemin de fer. Ce sera le cas de John Ruskin, qui non seulement étudie, selon les termes de son livre, les pierres de Venise, mais aussi les paysages urbains. Et c'est d'ailleurs sur les traces de Ruskin, afin de préparer la traduction de la Bible d'Amiens, que Marcel Proust séjourne pour la première fois à Venise en 1900. Présente dans la recherche du temps perdu, Venise est comme tressée, par exemple, dans Albertine disparue. Venise a une présence diffuse dans l'œuvre, dans la recherche, notamment dans Albertine disparue, mais à l'origine, c'était la recherche, si je puis dire, des traces de Ruskin qui avaient motivé Proust. Dès lors, une sorte de fétichisme ou je dirais, de limitation de Venise à ces monuments semble apparaître. C'est le cas dans le livre de Camille Ozit, dont j'ai parlé déjà, L'urbanisme selon ses principes artistiques, en 1889. Zit, curieusement, au lieu de s'intéresser à beaucoup de places, je dirais, biscornues ou complexes de Venise, s'arrête sur San Marco, qui devient en quelque sorte la synecdoque de Venise. Quand on évoque Venise, on assimile Venise à San Marco en oubliant ce que les Italiens appellent la Venezia Minore qui l'entoure. J'en veux la preuve, par exemple, dans ce traité d'urbanisme de composition architecturale soviétique de 1940, qui est très important parce qu'il décrit les sources de ce qu'entend être l'urbanisme stalinien. Sur la même double page, nous voyons d'une part San Marco et puis la place du palais de Saint-Pétersbourg, cadrée de façon assez malencontreuse, parce que ce qu'elle a d'intéressant et ce qui la rapproche de la Piazza San Marco et de la Piazzetta, c'est qu'elle débouche sur la Neva par ici, une grande place rectangulaire, une place perpendiculaire, qui est en fait une sorte de transformation homothétique pour revenir à mes catégories du début de ce cours, de la piazza, de l'ensemble piazza et piazzetta. Alors les architectes du XXe siècle vont s'intéresser fortement à Venise. Parmi les plus attentifs, Charles-Édouard Jeanneret, qui visite Venise très rapidement en 1907, mais qui y revient indirectement, en distanciel, dirait-on aujourd'hui, lorsqu'il travaille dans les salles de la Bibliothèque nationale à son ouvrage La construction des villes en 1915. Donc voici un très joli dessin qui nous montre précisément cette synecdoque que représente San Marco. Venise, c'est San Marco et des îles autour. Mais Jeanneret va beaucoup plus loin
et il faudrait passer beaucoup de temps à analyser ces planches dans lesquelles il s'intéresse dans le détail aux vedute, aux vues sur San Marco, vues depuis l'eau, en haut à droite, vues depuis la terre. Il travaille aussi sur d'autres places, par exemple la place dite en vénitien San Zanipolo, devant la basilique de Saint-Jean et Saint-Paul. Il s'intéresse à la Venezia, à la Venise mineure, et surtout à la structure urbaine. Voilà, en 1922, il y revient et dessine ses aquarelles dans l'album La Roche, que l'on a trouvé relativement récemment. On voit ici notamment San Giorgio Maggiore et vu depuis la Giudecca. Mais surtout, à part cette analyse du paysage urbain, qui est encore une analyse dans la veine du pittoresque, il s'intéresse à la structure de la ville, notamment dans son texte de La ville radieuse, dans lequel il prend la ville à témoin. Vous voyez ici son propos. Il prend la ville à témoin pour justifier le principe de la séparation des circulations. Il hésite d'ailleurs, dans ces 2 pages de La ville radieuse publiée en 1935, entre l'assimilation de Venise à un organisme et le parallèle avec la machine. Du côté de la machine, il écrit « Venise est une mécanique impeccable, un ouvrage savant et juste, un produit précis des vraies dimensions humaines. Venise, ville fonctionnelle, extraordinairement fonctionnelle, modèle pour les urbanistes d'aujourd'hui, témoin de la rigueur exigée par le phénomène urbain. Venise, témoin de la rigueur fonctionnelle. » Mais dans une autre planche que l'on voit ici, il s'intéresse plutôt à Venise comme à une parfaite biologie. C'est sur ce terme qu'il s'arrête, une parfaite biologie dans laquelle le piéton est roi, et il distingue, vous voyez en haut, les différentes formes, les différents modes de circulation dans la ville. Tout ceci le conduit Ousla non seulement à justifier ce qu'il entend faire en prenant Venise à témoin, il entend justifier, Venise sert en quelque sorte de légitimation pour justifier son plan pour Anvers, le plan qu'il essaye de vendre aux autorités anversoises à ce moment-là. Les choses changent dans les années 60, lorsqu'il reçoit la commande d'une extension de l'hôpital civil, et il écrit alors qu'à Venise, si on ne peut pas copier sa peau, il faut respecter sa physiologie. C'est donc le modèle organique qui domine. Il interprète dans ce projet d'hôpital le réseau des calli, des fondamente, des campielli dans un plan d'ensemble, vous le voyez ici, à niveau multiple et spécialisé, en osmose avec ce qui s'étend alentour. Alors on sait que certains éléments de son projet procèdent d'une intertextualité corbuséenne. Les chambres des malades sont dérivées de celles de son projet pour la cité universitaire de 1925, mais mon propos est ailleurs. Il accepte, je cite, de ne pas bâtir en hauteur pour que l'ensemble s'harmonise avec les maisons de Venise, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Il imagine donc ce projet en relation avec le tissu qui l'entoure. Et donc on retrouve évidemment, des quais, on retrouve des canaux, des ris, on retrouve des campielli à l'intérieur du dispositif. C'est un projet qui se situe dans un rapport isomorphique avec Venise. Il n'en copie pas la géométrie directement, il n'en reproduit pas les modules, encore qu'il ne se distingue pas par une hauteur abusive. On voit ici sur ce projet, sur ce collage fait par Julián de la Fuente, qui a été le principal dessinateur de l'ensemble sous l'autorité de Le Corbusier et un peu après sa mort, on voit ici comment ce bâtiment serait passé comme une sorte de train derrière l'alignement des maisons du quai, mais il n'en reste pas moins que sa structure est une structure qui est isomorphe de celle de Venise
qu'il a étudié. Donc on voit comment, depuis ces dessins de 1915, Venise peut être le support de toute une série d'interprétations différenciées, des interprétations mécanicistes, organicistes et finalement artistiques, si l'on peut dire. Alors Venise, la ville existante dans laquelle il y avait eu très peu d'interventions mutilantes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, devient le théâtre de beaucoup de réflexions et de projets. Le projet de Gardel sur les zattere en 1954, première version à gauche, version réalisée à droite, est un projet qui commente, qui tente de reproduire la matrice des édifices existants, leur soubassement, leur gabarit, leurs percements verticaux, une grande démarche d'observation. Je n'en dirai pas autant pour Frank Lloyd Wright, encore que son projet pour la Fondation Masieri, qui était censé commémorer la mort du jeune Angelo Masieri, dont les parents avaient commandé une villa à Wright et qu'il avait visité aux États-Unis, eh bien, cet hôtel particulier, Fondation Hôtel particulier sur le Canal Grande, retrouve des gabarits et aussi, je pense, toute une série de découpages verticaux qu'il inscrivent dans ce paysage insigne. Parmi d'autres architectes qui travaillent sur Venise dans cette période, je parlerai évidemment de Kahn, qui avait dessiné Venise une Venise assez fantastique lors de son premier séjour en Italie, lors de son grand séjour en Italie à l'Académie américaine de Rome en 1951. Kahn laissera un projet non bâti de Palais des Congrès, qui est un grand édifice dont on voit la maquette ici dans les jardins de la Biennale, qui aurait été suspendu, porté sur des supports assez bas, un peu comme la partie principale. Les grandes salles du Palais des Doges sont portées par le soubassement, un bâtiment plus lourd en haut qu'en bas, comme le Palais des Doges. Mais je voudrais m'arrêter sur une forme d'interurbanité particulièrement remarquable, qui est celle que l'on trouve dans la réflexion de Saverio Muratori, architecte qui enseigne à l'Institut universitaire d'architecture de Rome à partir de 1950 et qui publie en 1959 ses études pour une histoire opérante, je préfère la traduction littérale plutôt qu'opérative de Venise. Que fait Muratori? Eh bien, il s'intéresse à repérer dans le plan de la Venise actuelle les traces de la Venise médiévale, et notamment, vous voyez ici, le recensement de tous les murs porteurs. Donc, il montre comment cette ville est dans un rapport littéralement de palimpseste avec elle-même, c'est-à-dire comment des bâtiments oubliés ou des bâtiments détruits ou des bâtiments en quelque sorte cannibalisés dans le tissu nouveau transparaissent au travers des îlots. Il le fait à l'échelle de la ville, dans cette carte stupéfiante. Il le fait aussi à l'échelle des îlots ou des quartiers. On voit ici, par exemple, comment un quartier médiéval voit sa géométrie confirmée par un quartier existant. Là où ça devient plus intéressant pour mon propos, c'est peu après la publication de ce livre, ou pratiquement en même temps, la réponse que fait Muratori à un concours organisé pour construire un quartier d'habitation sur la lagune, mais plutôt du côté de la terre ferme, au lieu dit des barene, c'est-à-dire des bancs de sable de San Giuliano. Et Muratori, dont on peut apprécier ici l'invention architecturale, l'invention urbaine, propose 3 solutions pour son projet qui porte le nom de code Estuaire. La première, vous la voyez ici, Estuaire 1, c'est un projet qui opère avec un ensemble d'îles comme dans les débuts de Venise, on est renvoyé au tout début de l'urbanisation de la lagune. Une sorte de principe paroissial, chaque petit quartier étant bâti autour d'une place et trouvant son accès par la voie d'eau, à l'exemple de la Venise des débuts du Moyen-Âge. C'est une ville d'estuaire, une ville dans l'estuaire, avec un centre que l'on voit ici du côté de Mestre. C'est le premier projet. Le deuxième est différent, vous le voyez ici, avec ses canaux. Il est fondé sur le principe de la Venise gothique, le syntagme de la Venise gothique, avec ses routes d'eau.
ici, et de terres parallèles, des péninsules avec un type unique d'immeuble en peigne, un centre comparable à celui de la version précédente. Enfin, le projet le plus radical est celui dans lequel on voit apparaître ici la Venise de la Renaissance, avec une prédominance des routes de terre, avec des vues qui ouvrent vers la ville de Venise au loin, avec des maisons en rangée, des immeubles collectifs, un centre linéaire ici, comme celui de la ville de Chioggia dans la lagune, et des quartiers qui sont des quartiers tous centrés sur une église. Donc c'est vraiment un tournant, je dirais, au-delà de Venise, dans l'idée d'utiliser l'histoire des villes comme force de projet, que l'on accepte la rigidité de Muratori ou non. Dès lors, d'autres démarches apparaissent. Je les évoque en passant très rapidement, qui tentent d'utiliser la forme urbaine existante de Venise à des fins, je dirais, de fiction architecturale. C'est l'opération menée en 1980 en écho à Roma Interrotta, dont j'ai parlé il y a 2 semaines, donc l'exposition, le projet 10 images pour Venise. Vous voyez ici les contributions d'Eisenman et d'Aldo Rossi. C'est aussi au début des années 80 le lancement d'un grand projet au Champ de Mars dans la Giudecca, dont le coordonnateur est Bernard Huette et qui aboutira à la construction d'un ensemble d'Aimonino et d'Alvaro Siza, dans lequel Siza observe intensément, précisément, le tissu de la Venise mineure et populaire. Et je voudrais terminer en parlant des autres Venises. D'une part, les colonies de la Serenissima, qui en général ne reproduisent pas directement le modèle des canaux. Ce sont des villes, et pour cause, qui doivent être construites rapidement ou transformées rapidement et fortifiées, mais on y retrouve dans la configuration des îlots, ici Dubrovnik alias Ragusa, on y retrouve des configurations de rues, des hiérarchies qui sont celles de la Venise de la Renaissance, sans aucun doute. Et puis il y a toutes les Venises exotiques, et je les évoque parce qu'elles sont, leur quantité est malgré tout frappante. La Venise californienne construite par Abbot Kinney, qui est une spéculation réalisée sur les bords du Pacifique en 1906. On voit ici ce système de canaux résidentiels et le centre qui n'a jamais totalement fonctionné sur la plage, le centre avec son pier. Une autre vue de Venice, California, avec les inévitables gondoles. Donc voilà une Venise sur les bords du Pacifique, une autre sur les bords de l'Atlantique. Ce sont les Venetian Islands de Miami, entre Miami et Miami Beach, dans un paysage où la toponymie vénitienne est très utilisée. On y trouve un Drive of the Campanile, on y trouve une Di Lido Island. Vous voyez ici que c'est simplement, Venise égale simplement maison, pied dans l'eau, et guère plus. Il y a des Venises plus rurales, je pense au Marais Poitevin, Venise verte, qui est en fait un projet non pas vénitien mais néerlandais, car ce marais a été drainé par un ingénieur hydraulicien néerlandais, nommé par Henri IV maître des digues et canaux du royaume en 1599. Il était d'origine anglaise et s'appelait Humphrey Bradley. Venise argentine, le magnifique delta du Paraná, qui lui est presque à l'état naturel. Là, c'est légèrement canalisé au nord-ouest de Buenos Aires. Et puis quelques Venises provinciales françaises. Montargis, la Venise du Gâtinais, que l'on voit sur cette carte postale. Martigues, la Venise provençale. Donc ce qui circule, c'est quoi au fond? C'est le rapport de la ville avec l'eau, mais pas du tout les morphologies auxquelles était très attaché Muratori. Les choses sont plus complexes et finalement plus fécondes avec le Port Grimaud de Françoise Poëri, construit à la fin des années 60, dans lequel, à nouveau, le rapport avec l'eau, des maisons direct des maisons avec l'eau qui n'existent que très marginalement à Venise, où ce rapport s'opère par la médiation du quai, ce rapport est premier à cette ville de loisirs. Encore ici Spoeri, et finalement, évidemment, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Le Venetian à Las Vegas, ce casino qui ressemble
qui rassemble quelques traits vénitiens au niveau du sol, mais bien sûr pas dans les hauteurs, et qui procède par une sorte de condensation ou d'anamorphose de Venise, puisqu'on voit ici que le Palais des Doges, le Campanile de San Marco et le Rialto sont tous concentrés dans un mouchoir de poche. Donc voilà Venise. Amsterdam dont la transformation ne s'inscrit pas dans la longue durée comme celle de Venise. Nous avons vu à Venise comment l'occupation de ces îlots, leur urbanisation, puis la lente transformation du tissu s'opère au long des siècles. L'édification d'Amsterdam, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'accomplit en quelques décennies d'une croissance vertigineuse. Ici, nous voyons un point de départ tout à fait honorable, la ville au XIIIe siècle, avec son port construit autour de l'Amstel, de la rivière qui donne son nom à la ville, rivière assez large, bien que la gravure triche sans doute, au bord de laquelle des maisons en rangée, des églises sont construites. Deux grandes campagnes d'extension vont aboutir à la transformation de la ville. Ces deux campagnes seront menées respectivement en 1611 et 1663. On voit ici la première, 1611, la seconde, qui est un exemple tout à fait clair d'interurbanité par symétrie. Je reviens à la ville au moment de la Renaissance. On voit qu'elle a peu changé depuis le XIIIe siècle. Elle s'est légèrement développée, mais on voit qu'elle est entourée par un territoire rural. Et cette ville va changer sous l'effet de toute une série de transformations sociales qui vont imposer la création rapide d'une ville sur place. Ces transformations, c'est par exemple l'invention de la flûte néerlandaise, d'un navire rapide et maniable, le plus rapide et le plus maniable de son temps, qui a une capacité de transport très importante, qui peut naviguer avec un équipage très réduit, qui peut être produit industriellement grâce aux scieries activées par la force des moulins à vent. C'est cette flotte en constant développement qui va permettre de transporter au bout du monde plus d'1 million d'Européens et de transporter et de ramener en Europe des millions de tonnes de marchandises. Sans ce bateau, Amsterdam ne serait pas né. Donc, plus encore que la technique, Amsterdam est aussi issu de l'invention d'une formation sociale remarquable, c'est le capitalisme. C'est en effet à Amsterdam que l'on invente la forme juridique de la société industrielle par action. C'est à Amsterdam que naît la première grande compagnie capitaliste, la Compagnie des Indes orientales. C'est à Amsterdam que le premier marché aux actions, c'est-à-dire pour échanger les actions de ces compagnies, c'est-à-dire la première bourse du commerce de l'histoire, apparaît. Donc cette ville est une ville d'innovation, dans le même temps une ville ouverte aux populations du monde, notamment aux Juifs. Dans ce cadre-là, que va-t-il se passer ? Eh bien, un programme de croissance très délibéré va aboutir à la création d'un système de canaux parallèles. C'est ceux que vous voyez ici, qui sont à l'ouest de la ville. Ces canaux parallèles, on les voit ici à nouveau. Ces canaux vont constituer, lorsqu'ils auront été doublés de l'autre côté, ce que l'on appelle en néerlandais la Grachtengordel. La Grachten, ce sont les canaux, Gordel, c'est la ceinture. Et donc, ces canaux, le Herengracht, le Kaisergracht, le Prinsengracht, qui conduit vers le Jordan et les plantations qui sont situées à l'extérieur, vont constituer la première extension de la ville qui va lui permettre d'accueillir une population considérable. Cette expansion, peut-être le voit-on mieux sur cette carte, on voit assez clairement ici le début, la première partie, et la deuxième partie, l'expansion de 1663, ici saisie 20 ans plus tard. Elle est le fait de constructions tout à fait particulières, de types de bâtiments tout à fait particuliers, construits en série, mais cependant singuliers. Et c'est cela qui distingue l'urbanisation d'Amsterdam de ce que l'on verra la semaine prochaine à Londres. Des maisons, et ici je montrerai des élévations, ces maisons sont alignées sur des canaux plantés d'arbres avec des parcelles profondes.
Des réserves à l'étage dont vous voyez le profil et des crochets permettent de hisser les ballots de marchandises depuis le quai du canal, une expérience navale appliquée à l'architecture. Et dans les deux cas, je dirais Venise et Amsterdam, les pratiques navales sont présentes dans la constitution de la ville. Beaucoup de villes d'Europe avaient des canaux, mais ils ne constituaient pas un système aussi prégnant, aussi important, aussi structurant que dans ces deux villes. Ces maisons sont à la fois des résidences bourgeoises et le siège des entreprises, le siège des négoces. Elles accueillent la vie privée urbaine de familles qui n'ont que peu de domestiques, donc un idéal bourgeois modeste, dont la peinture néerlandaise du XVIIe siècle donne une bonne image. La typologie en est assez simple. Il y a un atelier sous le niveau de la rue, une réception ou à moitié enterrée, une réception au rez-de-chaussée et l'habitation bourgeoise, je dirais, assez compacte au-dessus. Donc un système très, très clair, très répétitif et qui forme à la fois ces principaux canaux du centre et ceux qui vont les doubler de l'autre côté de la ville et qui constitue un paysage dans lequel très peu de maisons plus importantes, de maisons de très grands marchands apparaissent. Ici, on voit une image un peu plus, je dirais, un peu moins dense du paysage urbain de cette époque. Il y a, comme à Venise, évidemment, un centre civique, mais comme vous le savez, les Pays-Bas sont pendant longtemps une république, et ce centre civique, c'est l'hôtel de ville d'Amsterdam. C'est l'hôtel de ville que l'on voit ici sur la place du Dam. C'est devant cet hôtel de ville que le succès de la révolution batave est célébré en 1795. C'est ensuite, sous le règne de Napoléon, que ce palais devient, cet hôtel de ville devient le palais royal lorsque Napoléon met en place son frère Louis-Napoléon, qui devient le roi des Pays-Bas, le roi de Hollande en 1806. Et ce sera plus tard que sera érigé le monument à l'unité que vous voyez au milieu. Donc il y a un espace public majeur. Je dirais que les autres, construits plus tard, ce sera essentiellement la gare et la plaine des musées, mais c'est une autre histoire. Voici un aperçu d'Amsterdam au début du siècle. On voit que la ceinture des canaux a complètement survécu, presque intacte, les activités économiques étant parties vers le port, à l'extérieur, vers les entrepôts du port, avec la croissance de l'Empire néerlandais. C'est dans ce contexte qu'Amsterdam prend une signification nouvelle pour l'urbanisme. Non plus, je dirais que la croissance d'Amsterdam au XIXe siècle n'a rien d'original dans le panorama des villes européennes. En revanche, ce qui se passe à partir du début du XXe siècle, d'abord grâce à Berlach, un des grands fondateurs de l'architecture moderne, au même titre que Peter Behrens ou Auguste Perret. Berlach, dans sa bourse, sait retrouver les rythmes de l'architecture du siècle d'or, du XVIIe siècle à Amsterdam, sait aussi utiliser les techniques constructives qui ont été préconisées et discutées par Viollet-le-Duc, dont il est un bon lecteur. Il utilise les techniques métalliques post-Viollet-le-Ducienne pour construire l'intérieur de cette bourse. Mais Berlach, c'est aussi l'auteur d'un plan d'extension tout à fait remarquable qui sera un des points de départ du rayonnement d'Amsterdam dans l'urbanisme moderne. Ce plan, il en étudie une première version, vous le voyez ici, assez organique. Le Grachtengordel, la ceinture des canaux, se trouve par là. Une version assez organique en 1904, avec des tracés qui, vous le voyez, sont des tracés sinueux, des tracés pittoresques à la Camille Auzitte. Il en étudie une version plus rectiligne qui sera celle réalisée en 1915. Donc c'est un des grands plans d'aménagement des villes européennes que l'on voit ici à nouveau sur une vue aérienne, avec des îlots dont les dimensions peuvent être comparées à celles des îlots qui séparent les Grachten, ces îlots du XVIIe siècle. La différence, eh bien, c'est qu'il y a un seul espace libre au centre. Les espaces libres, les jardins des Grachten étaient des jardins privatifs. Ici, il y a un grand espace libre au centre.
Bernard s'inscrit dans le mouvement qui va conduire à l'ouverture interne des îlots et que l'on trouve aussi en Allemagne et plus modérément en France. Ici, une autre vue des immeubles qu'il imaginait dans son plan. C'est à l'intérieur de ce plan qu'apparaîtra, assez déterminé, je dirais, dans sa géométrie rectiligne, que vont apparaître des architectures originales et créatives, celles de Michel de Clercq notamment, de la même manière que c'était dans le plan apparemment rigide de Cerda qu'était apparue l'architecture de Gaudi et de ses contemporains. Une vue aérienne ici de la réalisation de ce plan avec ses îlots, mais aussi les débuts d'une architecture verticale que vous voyez avec cette tour se trouvant dans ce triangle qui est une des figures urbaines les plus intéressantes du plan. Peu après Bernard, je dirais à peine 15 ans plus tard, un autre plan est élaboré pour Amsterdam par Van Esteren. Van Esteren, qui était un architecte néerlandais formé à l'urbanisme à Paris, à l'Institut d'urbanisme de Paris, et Van Esteren qui devient un des prophètes de la ville fonctionnelle, mais un prophète qui réussit ses entreprises, contrairement à celle de Le Corbusier. Et vous voyez ici son analyse du plan d'Amsterdam. C'est d'ailleurs une très bonne analyse, je crois, des formes de la croissance, successive de la croissance, puisque vous voyez ici le Grachtengordel, la ceinture des canaux. Vous voyez donc ces deux composantes sont la manière dont elle vient buter sur le port et la construction du port au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer et les extensions, notamment le plan d'extension de Bernard ici. C'est un plan analytique qui a ceci d'intéressant dans cette version, avec cette codification graphique, qu'il fut exposé avec 32 autres plans de ville en 1933 au Congrès international d'architecture moderne d'Athènes. Donc il fut donné comme une sorte de modèle pour l'urbanisme contemporain, à la fois dans sa démarche analytique et dans sa démarche prospective. Ici, nous voyons le rapport notamment qui lie dans ce plan les quartiers de Berlage, Amsterdam Sud et ce triangle dont je parlais, avec la tour. Ici, vous voyez la nouvelle extension d'Amsterdam par partie, dans une logique qui est malgré tout, qui peut être rapportée à celle des extensions successives de la ville depuis le XVIIe siècle, par entité, par quartier autonome, réglés non plus par des canaux, mais par des voies de terre. Donc on peut dire qu'il y a une espèce de... Même si la morphologie est tout à fait différente, on trouve des immeubles bars, on trouve des maisons en rangées répétitives, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait jusque-là en Allemagne, à Francfort, ou plutôt à Rotterdam d'ailleurs qu'à Amsterdam aux Pays-Bas. Eh bien, Van Esteren donne une nouvelle énergie potentielle à Amsterdam dans la réflexion sur l'urbanisme. Alors, je voudrais terminer en parlant des autres villes, des autres Amsterdam. Évidemment, la nouvelle Amsterdam créée aux États-Unis à partir du débarquement des Néerlandais. J'en parlerai beaucoup plus précisément dans ma réflexion sur New York dans quelques semaines. Donc ici, une des toutes premières vues, je crois que c'est la deuxième vue historiquement qui a été faite de l'île de Manhattan et de l'implantation néerlandaise, qui est tout d'abord évidemment militaire. La colonisation, ce sont des militaires qui protègent des marchands. Donc les marchands, vous les voyez sous le fort. Et évidemment, immédiatement, un moulin à vent qui va permettre de commencer à drainer les terrains. Donc il y a toutes les composantes, je dirais, à l'état brut de la ville néerlandaise sont là. Elles se précisent rapidement. Et l'on voit ici les maisons construites sur le rivage. On voit aussi que très tôt, la répression et la loi et l'ordre sont présents. Le gibet est au moins aussi proéminent sur cette gravure que le moulin à vent. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder le plan
sur lequel nous voyons ce plan dit de Castello de 1660, qui est un plan sur lequel on voit à la fois le fort des origines et le début d'un système de canaux. Donc on voit qu'ici, les Néerlandais, tant qu'ils étaient les maîtres de la ville, ils se la feront rapidement souffler par les Anglais, s'attachaient à trouver des configurations néerlandaises, à faire en sorte que la nouvelle Amsterdam ressemble à l'ancienne de façon tout à fait claire. Évidemment, chacun connaît le plan de New York, qui est le Brede Veer, la voie large, qui deviendra le tracé de Broadway par la suite. Donc, alors, il y a une différence fondamentale, évidemment, dans le développement de la nouvelle Amsterdam. Déjà, tel qu'on peut le voir sur cette vue où les bateaux viennent s'amarrer à l'extérieur de la péninsule, et le développement, donc, entre le développement de la nouvelle Amsterdam et le développement de l'ancienne. Dans l'Amsterdam du siècle contemporaine, celle du siècle d'or, le port était en quelque sorte intériorisé. Il était englobé dans la ville. La ville se construisait autour du port. Ici, c'est le contraire. Le port va venir se greffer autour de la ville, à l'exception de ce réseau de canaux qui, sans doute, sera rendu obsolète par la qualité des mouillages et la qualité des conditions portuaires des bords de la péninsule. Ici, une image intéressante publiée, une planche française présentant la Nouvelle-Amsterdam en 1672, qui est un cas totalement extraordinaire de fiction cartographique. C'est une carte qui n'a aucun rapport avec la réalité, mais qui malgré tout sera imprimée et vendue. Il y avait un marché pour les représentations cartographiques, et celle-ci, en tout cas, est une représentation parfaitement fictive. La Nouvelle-Amsterdam ne ressemblait en rien à cela à ce moment-là. Donc, je ne sais sur quoi le dessinateur s'était fondé, peut-être sur des descriptions hasardeuses de voyageurs. En tout cas, on voit ici que la cartographie n'est pas une science exacte. Dans l'Empire néerlandais, il y aura des tentatives pour reproduire un modèle comparable à celui d'Amsterdam. J'en citerai un seul, c'est celui de Batavia, l'actuelle Jakarta, qui est une ville, on le voit, une ville-port construite avec, je dirais, une matrice dans laquelle le fort est aussi extrêmement important dès l'origine, mais on voit ici que le réseau des voies d'eau et des îlots est un réseau qui est beaucoup plus proche, évidemment, plus complexe et plus proche de celui d'Amsterdam. C'est le plan, on le voit ici sur la vue, on le voit en 3 dimensions, on voit combien ce paysage est irrigué par des voies qui permettent le déploiement du commerce à l'autre extrémité du réseau commercial néerlandais. Saint-Pétersbourg est une ville que l'on a parfois qualifiée de Venise du Nord. On l'a rarement qualifiée d'Amsterdam du Nord. Pourtant, le système des canaux, et j'aurai l'occasion d'en parler dans 2 semaines, le réseau des canaux est pourtant un réseau si l'on laisse de côté le fleuve très profond qu'est la Neva, qui passe ici, donc avec ses 2 bras, et la pointe de l'île Vassilievski, si l'on considère le réseau des canaux qui irrigue le côté de l'Amirauté, donc qui est en fait au sud, cette carte est inversée, on s'apercevra qu'on y trouve des canaux concentriques qui constituent une figure qui est une figure beaucoup plus proche de celle d'Amsterdam, avec ces 2 ensembles de canaux parallèles qui forment une sorte une série de U emboîtés. Eh bien, ce sont dans une certaine mesure des U un peu plus larges emboîtés que l'on retrouve sur le plan de Saint-Pétersbourg, la Moika, la Fontanka, les 2 principaux, puis le canal de dérivation construit plus tard. La Venise du Nord ressemble furieusement à une Amsterdam septentrionale. On y trouve d'ailleurs des éléments de paysage néerlandais. Cet ensemble industriel construit à la fin du XVIIIe siècle sous le nom de Nouvelle-Hollande, qui est un arsenal qui vient seulement après plus de 2 siècles d'être ouvert au public. Cet arsenal est construit par des ingénieurs
néerlandais et allemand. On sait combien Pierre le Grand appréciait les Pays-Bas sur le plan militaire et naval. Donc il y a des traces néerlandaises. Il y en a d'autres aussi dans d'autres capitales ou à proximité d'autres capitales. Et je voulais terminer cet exposé en évoquant cet étrange quartier néerlandais construit par les rois de Prusse à Potsdam, dans la ville de résidence de Potsdam, à côté de Berlin, au début du XVIIIe siècle, donc un ensemble d'îlots qui retrouve tout à fait clairement, non pas les canaux, mais les dimensions, la géométrie, les échelles des grands îlots de la périphérie d'Amsterdam. Donc un modèle qui n'est pas vraiment reproduit, celui d'Amsterdam, mais qui est diffracté selon différents dispositifs qui procèdent de la citation tronquée, comme c'est le cas ici, qui procèdent de l'extrapolation géométrique, de l'exagération de certains traits et de leur déformation, qui procèdent dans ce cas de la simplification à la Nouvelle-Amsterdam, de la réduction à l'essentiel, c'est-à-dire au rapport bâti-canal d'une ville dont le destin changera lorsque ses maîtres changeront. Merci.